Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les détails du procès qui sont accessibles. J'aborderai notamment le déroulé du procès en m'appuyant sur le thread Twitter d'Ariane Griessel, ainsi que sur la défense du premier avocat de Marvel, Marc Goudarzian, en m'appuyant sur les éléments qu'il a rendus publics. Ariane Griessel est une journaliste à France Inter dans le service police-justice. Elle était présente au procès et a retranscrit ce qu'il s'y est passé. Les 9 parties civiles disent avoir reçu des centaines de messages d'insultes et de menaces via sa chaîne YouTube, Instagram et Twitter. Concernant la chaîne YouTube, il n'y a pas d'insultes ni de menaces. Certains diront qu'il peut être incisif dans ses propos, ce qui est vrai, ou qu'il emploie des mots déplacés. En réalité, Marvel s'exprime dans le langage dit vernaculaire, c'est-à-dire qu'il s'exprime dans un langage local, propre à une communauté répondant à des codes de langage pouvant varier d'un environnement à un autre. Par exemple, dire « je vais la fumer » signifie « je vais gagner contre elle » dans le langage vernaculaire de cité. Plus simplement, on peut dire qu'il s'agit d'une façon de parler. Concernant Instagram, j'ai déjà évoqué dans la vidéo traitant de la chronologie des faits que le harcèlement est impossible sur Instagram étant donné que l'on peut mettre son compte en privé, bloquant ainsi les messages privés pour ceux qui ne sont pas abonnés à nous. De fait, si cette option n'a pas été exploitée, alors cela signifie que les plaignants ont souhaité ne rien bloquer. Or, cela n'est pas ce que ferait une victime. Il est donc légitime de se dire que les plaignants n'étaient pas des victimes. Du côté de Twitter, on peut très bien bloquer quelqu'un afin de ne plus voir ses tweets et vice-versa. Tout comme Instagram, on peut mettre son profil en privé qui le rendra accessible aux personnes que vous approuvez uniquement. En outre, ces fonctionnalités de sécurité servent à protéger les usagers, ce qui réduit fortement le poids et la pertinence de ce dossier. Alice Bouvier, qui est à la fois plaignante et avocate des autres parties civiles, dit avoir reçu de très nombreux messages l'attaquant sur le plan privé et professionnel. On verra de quoi il en retourne un peu plus tard. L'avocat de Marvel, quant à lui, demande la nullité des plaintes étant donné qu'il a relevé plusieurs irrégularités de procédure. Les parties civiles affirment que tout aurait commencé après avoir émis des critiques négatives sur des vidéos de Marvel. Tout a effectivement commencé suite à des commentaires sur des vidéos de Marvel, mais il ne faudrait pas oublier de préciser que la vidéo sur les Fit Girls n'avait pas réellement dérangé, excepté pour certaines personnes, et que Marvel s'était tout de suite excusé concernant l'appellation niveau 0. Le véritable élément déclencheur avait été des stories de Tristan et non pas des commentaires comme le prétendent les plaignants. Le fait que cette fameuse illustratrice dise qu'elle craint d'aller sur les réseaux est fallacieux étant donné que je viens justement de dire que des fonctionnalités de protection existent sur les réseaux sociaux susmentionnés. Autrement dit, elle est juste en train de jouer sur l'affect afin d'augmenter le capital sympathie. Concernant la qualité de son travail, Marvel lui-même avait avoué qu'elle dessinait mieux que lui et qu'il sait que le milieu de l'illustration n'est pas toujours facile. Par contre, dire qu'Internet est sa vitrine est assez comique étant donné qu'une part non négligeable de ses posts Instagram sont des photos d'elle dans des positions suggestives. Concernant le versant économique, Marvel n'est en rien responsable de l'image qu'ont les influenceurs aux yeux des clients ni des sponsors. Ce sont les influenceurs eux-mêmes qui véhiculent une image repoussante aux yeux de certains à cause de leur comportement. Il est malvenu d'imputer ses propres comportements à quelqu'un d'autre. De plus, il est malhonnête de ne pas mentionner que Marvel a perdu son travail à cause du harcèlement qu'il a subi de la part des plaignants et de l'injustice de la justice française, sachant qu'on lui interdit désormais de gagner de l'argent à travers Internet. Pour ce procès, Alice sera représentée par Christian Charrière-Bournazel après un accord avec le bâtonnier Olivier Cousy. L'audience est suspendue afin d'examiner la demande de nullité de maître Marc Goudarzian. Ce qui est intéressant est de constater qu'un policier admet ne pas être un expert des réseaux sociaux. Cela pose le questionnement de la fiabilité des acteurs juridiques à traiter des éléments du dossier. L'audience reprend et Marvel gardera le silence sous le conseil de son avocat, bien que le président de l'audience lui dit qu'il serait plus sage de s'exprimer dans le tribunal. Mais c'est son avocat qui a parlé en son nom. Par la suite, les plaignants témoignent en faisant part de leur version des faits. Ils affirment notamment qu'ils auraient subi des menaces ainsi que des injures et qu'ils auraient demandé à plusieurs reprises de négocier afin d'être tranquilles, mais que Marvel aurait refusé d'obtempérer et qu'il aurait, avec sa communauté, envoyé des messages désobligeants, insultants et menaçants. Cette première plaignante précise que Marvel ne l'aurait pas lâché. Bien évidemment, leur version est faite de telle sorte à ce qu'ils soient les victimes et Marvel le coupable, et ce, alors même que la réalité ne ressemble en rien à cela. Pour enfoncer encore plus le clou, la plaignante principale reconnaît avoir menti sur le fait d'avoir fait passer Marvel pour quelqu'un qui envoie ses parties intimes. Mais ne soyez pas dupes, elle l'affirme uniquement pour amplifier sa thèse du harcèlement. En effet, elle affirme qu'elle aurait menti afin de se défendre du supposé harcèlement. Cependant, ce mensonge n'était pas une défense de sa part mais bien une attaque. Marvel ne la harcelait pas mais faisait juste ce qu'il a toujours fait, des vidéos humoristiques et satiriques servant à dénoncer les vices du milieu du fitness ou juste à passer un bon moment. Autrement dit,
Cette plaignante a menti pendant le procès en utilisant un de ses anciens mensonges comme tremplin. Les mensonges semblent inscrits en elle comme sur du marbre. Par ailleurs, Marvel avait reçu de nombreux messages désobligeants à cause des fausses accusations qu'elle avait fabriquées. Cependant, lorsqu'il a prouvé qu'elle mentait, certains ont dû demander des explications à cette plaignante à travers les réseaux sociaux. Autrement dit, le harcèlement qu'elle a pu subir, elle le doit à elle et à elle seule. Elle a elle-même causé les mouvements de masse dans les réseaux sociaux, sachant qu'elle a toujours refusé d'avouer publiquement ses mensonges, ce qui montre bien que son objectif était de nuire à Marvel en manipulant l'opinion publique, car ce n'est pas une excuse en privé pendant une garde à vue qui va réparer le vice qui a été commis. Elle a menti publiquement, donc elle aura dû avouer et s'excuser publiquement, afin que les personnes à qui elle a menti, à savoir ses abonnés, prennent conscience qu'ils ont été manipulés et s'excusent d'avoir harcelé Marvel. Cela n'a jamais été fait, donc tous ceux qui disent qu'elle est honnête car elle s'est excusée, vous êtes complètement à côté de la plaque. Un détail pour les endormis du fond, non, elle ne mérite absolument aucune excuse. Si je tue toute votre famille puis que je vous dis « Excuse-moi, je suis désolé, je regrette ce que j'ai fait, les larmes aux yeux », est-ce que vous allez me dire « T'inquiète, ce n'est rien, je te pardonne, je n'aimais pas ma famille de façon ». Bah non. Donc arrêtez de minimiser ces actes. Ce que des femmes comme elle ont fait a conduit de nombreux hommes à se suicider, donc prenez-vous cette rhétorique jouant sur l'affect en pleine face et méditez sur ce que vous avez pu dire ou faire durant toute votre vie. À votre place, j'aurais honte d'être un hypocrite qui condamne et tolère des délits en même temps. En parallèle, elle simule la voix tremblante afin d'appuyer son rôle de prétendue victime. Tout est dans la mise en scène. Elle accentuera sur le fait qu'elle ne pouvait plus vivre comme avant, ce qui n'est pas crédible venant d'une personne qui n'a pas la psychologie d'une victime, mais plutôt d'une menteuse compulsive. Elle ne répondra pas aux interrogations de Maître Goudarzian. Ensuite, un plaignant masculin d'origine asiatique témoigne en usant de rhétorique fallacieuse, jouant sur l'affect avec le fameux « J'ai la haine contre ce type de personne, c'est à cause d'elle que des gens peuvent se suicider ». Rappelons-lui que harceler à plusieurs un être humain et le faire passer pour un prédateur sexuel alors qu'il vit dans la cité peut faire en sorte qu'il se suicide. De plus, souligner les conséquences physiques, mentales et financières est d'une hypocrisie la plus crasse. Ils ont fait perdre sa rémunération à Marvel, l'ont atteint psychologiquement avec tous les méfaits qu'ils lui ont fait subir, et il est plus que probable que cela a eu des répercussions physiques ainsi que sur son intégrité. D'autres plaignants, qui eux n'ont rien à voir dans cette affaire et qui ne servent qu'à augmenter le poids de la plainte, sont venus témoigner du vide. Certains n'ont même pas pris la peine de venir au procès, c'est pour vous dire leur utilité. Une des remarques de l'une des plaignantes résume bien cette pièce de théâtre. Tout ce qu'on peut créer sur les réseaux va être utilisé pour nuire. Cela est exactement ce qu'ils ont fait à Marvel. Le président lit des extraits de l'audience de Marvel et note qu'il n'y a pas beaucoup de remises en cause. Bien évidemment qu'il n'y en a pas beaucoup puisqu'il s'agit d'un coup monté contre lui. Mis à part sa naïveté et son insouciance, on ne peut rien reprocher à Marvel. Vient le moment de la plaidoirie de Maître Bouvier. Elle projette un extrait d'une vidéo de Marvel dans laquelle il dit « Il faut arrêter les conneries, je sais que certains y ont cru, 2020 ça va être la guerre ». Cet extrait est décontextualisé étant donné qu'il ne parlait pas des plaignants dans cet extrait, mais des personnalités qui se dopent. Il prévenait qu'ils ne laisseraient pas passer leur manigance. Ils ont repris ce passage afin de le faire passer pour quelqu'un d'hostile, alors que ce n'est pas le cas. L'avocate est en train d'induire en erreur le juge, ce qui va à l'encontre des réglementations du respect au juge du code de déontologie. Elle poursuit en jouant sur le pathos. Il s'agit d'un des piliers de leur stratégie. Elle affirme également qu'il y a eu plusieurs tentatives d'apaiser les choses, mais qu'elles ont été suivies de vidéos et de messages malveillants. En réalité, ce sont eux qui ont refusé les négociations. De plus, aucune vidéo de Marvel ne sont malveillantes. Ces vidéos ne sont que des réponses et des précisions. Pour les messages, je ne me répète plus, ce sont eux-mêmes qui les ont amorcés. Elles demandent en outre une sanction exemplaire. L'objectif est clair, détruire Marvel. Elle ajoute également que Marvel se serait pris physiquement à des personnes dans des salons et qu'il aurait reconnu ses agressions dans certaines de ses vidéos. Alors premièrement, il ne s'agit pas d'agression. Deuxièmement, il s'en est pas pris physiquement à proprement parler, mais il y a eu des bousculades, dont une qui avait été causée par son opposant. Elle déforme la réalité afin de le faire passer pour quelqu'un de violent, alors que ce n'est pas le cas. Elle enchaîne en disant qu'il est parfaitement responsable du harcèlement de meute, car il aurait appelé ses abonnés à envoyer des messages malveillants. Cela est purement et simplement faux. Il n'a jamais envoyé ses abonnés à envoyer des messages malveillants et est de fait parfaitement innocent. Lorsqu'il demandait quelque chose à ses abonnés, ce n'était pas à caractère malveillant. Elle fait écouter des messages audio d'une des plaignantes en larmes. Il s'agissait d'une mise en scène faisant partie de leur stratégie afin de se faire passer pour des victimes. N'oubliez pas le pathos. Elle précise que ce procès a pour objet de punir celui par lequel tout ce mal arrive et éduquer.
Cela est faux puisque tout le mal provient des plaignants et de l'avocate elle-même et non pas de Marvel. Concernant l'éducation, le message qui est véhiculé n'est pas de faire de la pédagogie contre les messages malveillants, mais au contraire, menacer la population que s'ils parlent trop, réfléchissent trop ou s'ils ne se soumettent pas au rôle d'esclaves qui leur est assigné, alors ils seront sanctionnés. Nous sommes en pleine répression totalitaire. Ensuite, l'avocate prend le rôle de partie civile et enlève sa robe. Son avocat remet une clé USB qui contiendrait 800 messages malveillants et des vidéos attribuées à Marvel. Bien évidemment, ces messages n'ont pas été vérifiés au préalable et aucune enquête approfondie a eu lieu. Il peut donc s'agir d'une stratégie consistant à grossir les chiffres afin de noyer le vrai du faux et de faire passer tout ce qu'ils veulent. Puis, l'avocate plaignante affirme que Marvel aurait publié une vidéo l'attaquant. Cela est faux, aucune vidéo de Marvel ne sont des attaques. Il ne fait que présenter sa version des faits dans ses vidéos en se défendant. Sur le plan professionnel, Laure Alice Bouvier a bafoué le règlement intérieur national de la profession d'avocat ainsi que le code de déontologie. Il n'a aucune crédibilité à parler de décrédibilisation sur le plan professionnel. Elle s'est décrédibilisée toute seule. La vidéo Isadora servait à poser des questions sur ce qu'il se passait en coulisses de cette affaire et d'en garder une trace visuelle. De plus, cela s'était passé dans l'espace public. Il ne s'agit donc pas d'un cadre privé. Maître Goudarzian, de son côté, affirme ne pas avoir reçu toutes les pièces transmises au président par les parties civiles. Le président assure que tout sera vérifié. Bien entendu, rien n'a été vérifié ou alors que partiellement ou alors tout était déjà prévu d'avance. Quoi qu'il en soit, le président de l'audience est l'un des acteurs de cette pièce de théâtre. Concernant les violences à l'encontre de l'avocate, elle évoque des raids numériques contre le compte Google de son cabinet visant à émettre de nombreux avis négatifs et que cela est constaté par un huissier. Alors, cet argument est en réalité fallacieux. En effet, il n'y a pas eu de raid numérique contre le compte Google de son cabinet. Si l'option de notation existe, alors nous avons le droit de l'utiliser. Elle est qui pour dire que personne n'a le droit de mettre d'avis négatifs sur Google? Si des gens mettent des avis négatifs, c'est parce qu'ils considèrent qu'elles le méritent, un point c'est tout. De plus, rien ne nous dit que ce n'est pas elle-même qui a mis des avis négatifs afin de faire croire qu'il y a un mouvement virtuel sur Google. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun raid numérique, ni aucun harcèlement à son encontre. Concernant le fait que ce soit constaté par un huissier, cela n'a aucune valeur probante. En effet, l'huissier constatera quoi? Qu'il y a des avis négatifs sur un compte Google et c'est tout. Il ne peut rien en tirer. Donc évoquer l'huissier de justice ne sert qu'à donner un semblant de poids à son dossier, qui est plus vide que le Sahara. Elle évoque aussi un journaliste qui aurait renoncé de l'inviter. À nouveau, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'être une personne malhonnête et repoussante, aux yeux de certains. Elle prend une voix chevrotante et affirme prendre des antidépresseurs et avoir peur pour ses proches. Tout comme la plaignante principale, il s'agit d'une mise en scène jouant sur le pathos, afin de stimuler des biais cognitifs. Vient au tour de Marc Goudarzian de poser des questions à l'avocate plaignante. Elle refuse immédiatement de répondre. Maître Charrière-Bournazel entame sa plaidoirie en évoquant une affaire d'une exceptionnelle gravité. Il révoque le débat sur la liberté d'expression et met la pression en évoquant les peines encourues. Il surenchérit en demandant une jurisprudence extrêmement symbolique avec une interdiction totale d'avoir quelque site internet que ce soit. Autrement dit, cet avocat est littéralement en train de bafouer les libertés fondamentales inscrites dans la Constitution. Ce qui est d'une exceptionnelle gravité est justement cette jurisprudence. Le procureur prend la parole en disant que tout ne sera pas réglé tout de suite. Il surenchérit en disant « Nous sommes tenus par les textes. Les moyens dont dispose notre tribunal sont limités. Monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous dois, votre pièce de théâtre a bafoué les textes et a outrepassé les limites de votre tribunal. Vous n'êtes pas à même d'évoquer ces textes alors que vous avez le culot et l'indignité de les outrepasser. » Il évoque ensuite sa vision du harcèlement moral que voici. Quand on prend pour cible des personnes pour des motifs futiles, dans un objectif de détruire, que l'on utilise tous les moyens à notre disposition. Et justement, Marvel n'a aucun objectif de détruire, et les moyens qu'il dispose sont naturellement pauvres. Ce qui est tout le contraire des plaignants, ce qui démontre une fois de plus que ce sont eux les véritables harceleurs. Il poursuit en disant « À aucun moment, cet homme n'a été à même de respecter sa parole, puis, je n'ai aucun doute quant au fait que la deuxième manche aura lieu dès la sortie de cette audience, sur ces sites. Cela ressemble à s'y méprendre à un procès d'intention, monsieur le procureur. Surtout lorsque l'on sait que les faits qui sont imputés à Marvel sont fallacieux. » Il termine en exprimant ses recommandations. Vient au tour de la défense de Marc Goudarzian. Sa stratégie était d'éviter la prison à son client et qu'il ne soit pas reconnu coupable. C'est pourquoi nullifier le procès était une bonne stratégie, étant donné qu'un élément nullifié est retiré du dossier et est considéré comme inexistant. De plus, les mots employés lors de la plainte sont très importants, étant donné que cela permettra à l'avocat d'établir sa stratégie selon si on se trouve dans une infraction de presse,
qui est une infraction spécifique soumise à la loi de 1881, ou une infraction générale, sachant que l'infraction spécifique prévaut sur l'infraction générale et qu'il n'y a pas de mandat de dépôt pour les infractions de presse. Et c'est justement sur cela que Marc Goudarzian s'est défendu. C'est pourquoi il demande la nullité de la poursuite, étant donné que les délits de presse ne peuvent être poursuivis sur convocation par procès verbal et que le procureur de la République ne peut modifier les termes de la plainte préalable. La plainte ne pouvant pas être modifiée, si c'est le compte Marvel Fitness qui est accusé et pas Marvel Fitness Channel, alors le compte Marvel Fitness Channel ne pourra pas être supprimé. Il sera intouchable. Pourtant, le tribunal correctionnel de Versailles souhaite la suppression de sa chaîne YouTube et de ses autres réseaux et vise Abba Oussal, titulaire de la chaîne YouTube Marvel Fitness Channel. Nombreux sont ceux qui ont critiqué négativement la défense de Maître Goudarzian, alors même qu'ils n'ont pas pris la peine de la comprendre. La stratégie de l'avocat était bonne. Si Marvel est en prison, ce n'est pas à cause de son avocat, mais à cause de l'injustice que prône le tribunal correctionnel de Versailles. D'ailleurs, Maître Goudarzian dit lui-même que dans sa stratégie, il met toutes les armes de son côté en traitant à la fois le fond et la forme, ce qui lui permet d'avoir une défense plus précise. Je vais me baser sur les éléments qui ont été partagés par Marc Goudarzian sur Twitter afin de faire une synthèse du traitement judiciaire de cette affaire. Tout d'abord la plainte. Tristan avait fait appel à Laure Alice Bouvier afin de porter plainte contre Marvel. Puis Aline est devenue la cliente de Laure Alice et une plainte groupée s'en est suivie le 14 mai 2019. Laure Alice dépose sa plainte au procureur de la République. Cette plainte est le pilier principal de toute l'affaire judiciaire étant donné que sans plainte, il n'y a pas de dossier. Si cette plainte présente des vices ou des défauts, alors elle devrait être nullifiée, voire même irrecevable. Et c'est justement le cas. C'est pourquoi Maître Goudarzian demande la nullité des plaintes avec constitution de partie civile, car il n'est pas précisé de texte de loi, d'élection au domicile, qu'il y a un cumul d'infractions de presse et un défaut de signature de Maître Bouvier. De plus, il dénonce l'irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile étant donné que ces plaintes doivent être adressées au doyen des juges d'instruction et non au procureur de la République. Autrement dit, le pivot de toute l'affaire judiciaire est en réalité irrecevable. Mais Goudarzian ne s'arrête pas là, car même s'il a montré que le procès aurait dû être immédiatement annulé à cause d'une plainte irrégulière, il dénonce également d'autres éléments constitutifs du dossier et de cette affaire. Il dénonce également l'incompétence du tribunal correctionnel et renvoie au ministère public à mieux se pourvoir, étant donné que les plaintes avec constitution de partie civile visant des infractions de presse doivent être adressées au doyen des juges d'instruction et non au procureur de la République. Ensuite, une fois la plainte déposée, ce n'est pas à la partie civile de mener l'enquête. Pour qu'une enquête soit menée, il y a 3 façons de procéder. Porter plainte auprès du procureur de la République pour qu'il ouvre une enquête préliminaire, ce qui a été fait par l'avocate Laure Alice. On peut aussi saisir le juge d'instruction pour qu'il fasse une enquête approfondie, ce qui aurait dû se faire automatiquement lorsqu'Aline avait avoué l'usage de faux dans une de ses gardes à vue. De fait, Aline aurait dû être poursuivie dès le début. Cependant, le procureur ayant ouvert son enquête, la procédure de juge d'instruction a visiblement été mise de côté. Et on peut également faire citation directe au parquet, et donc au procureur, pour mener son enquête. La victime devra fournir elle-même les preuves au tribunal. Elle peut se faire aider d'un avocat. Or, le parquet était présent étant donné qu'il avait été sollicité, ce qui signifie que ce n'était pas aux parties civiles d'apporter les 8000 pièces, puisque c'est le procureur qui aurait dû mener une enquête. C'est d'ailleurs au travers d'une enquête que l'on statue les identités des protagonistes. Or, l'enquête du procureur s'est arrêtée aux lignes téléphoniques des conversations afin d'identifier Abba Oussal, mais n'a pas fait d'enquête concernant l'identité de la personne derrière les comptes YouTube et Instagram de Marvel Fitness Channel. Idem pour les comptes des victimes présumées. Or, si l'identité du protagoniste derrière les réseaux utilisés lors de cette affaire n'est pas statuée, alors le procès n'a pas lieu d'être et aurait dû être immédiatement annulé. Il s'agissait d'une faute de base légale. Sur le fond, il dénonce le fait qu'il n'y ait eu aucune réquisition auprès de YouTube, Twitter et Instagram aux fins d'identification des administrateurs des comptes litigieux. Il demande également la nullité des réquisitions des opérateurs téléphoniques puisqu'il n'y a pas eu d'autorisation du procureur de la République en enquête préliminaire. Puis vient les gardes à vue et les auditions. L'avocate de Marvel demande la nullité de la garde à vue puisqu'il y a une absence d'information précise de la qualification de l'infraction présumée au gardé à vue. De plus, il y a une absence de notification du lieu présumé de l'infraction au gardé à vue. S'ajoute à cela l'absence de précision du moyen utilisé pour aviser le procureur de la République de la mesure de garde à vue. Il ajoute également l'absence de proposition de repas au gardé à vue.
Il précise également qu'il y a eu un non-respect de la durée légale de la garde à vue. De plus, la garde à vue a été prolongée de 19h10, soit un écart de 4h50 avec sa durée légale de 24 heures. Il dénote également une absence d'observation du gardé à vue avant la prolongation de sa garde à vue. Il constate également une détention arbitraire de 15h30 sans aucun acte d'enquête alors qu'il était possible d'y mettre fin et de la retenir dans les locaux de la juridiction. Il note un non-respect des dispositions de l'article 64 du Code de procédure pénale. Concernant les auditions, 20 jours après que Habanou avait été mis en garde à vue la première fois, il a été auditionné librement sur les mêmes faits, ce qui est interdit. En effet, une fois que l'on a été mis en garde à vue, nous ne pouvons plus être auditionnés librement sur les mêmes faits par la suite, mais uniquement sur des faits différents. De plus, l'avocat demande la nullité de l'audition libre, puisqu'il y a eu absence de notification des droits à la personne entendue librement. S'ajoute à cela l'absence de précision de la durée de l'audition libre. Enfin vient le procès. Marc Goudarzian va donc se charger de montrer l'irrecevabilité des infractions imputées à Habanou Sall. Il est notamment accusé de harcèlement moral, de messages malveillants réitérés et de violence sur avocat. Pour les messages malveillants réitérés, il y a un problème majeur. Le harcèlement consiste en un envoi de messages malveillants réitérés. Or, il s'agit d'une deuxième accusation. C'est comme si on était condamné 2 fois pour les mêmes faits. Cela va à l'encontre du principe de non bis in idem. C'est pourquoi Maître Goudarzian demande à choisir l'une des 2 condamnations et à relaxer l'infraction non retenue. Cela a pour conséquence d'éliminer l'infraction pour message malveillant réitéré et seule l'infraction pour harcèlement moral est retenue. Pour le harcèlement moral, il faut prouver qu'il y a eu impact physique ou psychologique sur les plaignants. Or, les parties civiles possèdent des certificats médicaux qui ont des caractéristiques montrant que ce sont des faux. De plus, pour que l'infraction du cyberharcèlement puisse être reprochée, il faut d'abord statuer l'identité de l'auteur, ce qui n'a pas été fait par les enquêteurs. Par ailleurs, il faut prouver qu'il y a eu harcèlement, tout comme il faut prouver qu'il y a eu violence sur avocat. Les pièces que les parties civiles ont frauduleusement apportées servaient à cela. Cependant, les pièces présentées doivent être datées de janvier 2019 à juin 2020. Tout élément ne faisant pas partie de cette tranche ne peut pas être utilisé. Or, dans une capture d'écran, il n'est pas précisé de date. Pour pallier à cela, il faut le codage des captures avec les dates. Cependant, aucun codage n'a été fait. De plus, Laura-Alice affirme que les 8000 pièces auraient été constatées par un huissier. Or, seule une dizaine l'a été et les constats d'huissier n'ont pas de valeur probante dans le pénal. Pourtant, ces 8000 pièces qui n'ont pas été vérifiées et qui ont été apportées par la partie civile au lieu du procureur ont servi comme preuve. Il s'agit là d'une aberration juridique. Maître Goudarzian dénonce la prescription des infractions étant donné que les infractions de presse sont prescrites 3 mois à compter de leur publication sur Internet. Le procureur les a requalifiées en infractions de droit commun avec un délai de prescription de 6 ans aux fins de poursuite. De plus, il dénonce que l'ensemble des publications litigieuses produites par les parties civiles ne sont pas horodatées et il ne peut valablement être démontré qu'elles sont comprises dans la date de prévention allant de janvier 2019 à juin 2020. Concernant l'usage de faux en rapport à la fausse dick pic et autres, le délai de prescription peut passer de 3 mois à 6 ans s'il y a des conséquences juridiques. Sachant que la qualification d'usurpation d'identité peut également être retenue étant donné que dans ses faux montages, Aline avait inventé des identités de mineurs et qu'elle s'était faite passer pour Marvel lorsqu'elle avait faussement cliqué sur son profil lors de la fausse dick pic. On peut également retenir qu'elle a porté atteinte à l'intimité de la vie d'autrui en divulguant des échanges privés ainsi que des appels téléphoniques. Rappelons que le doute revient au prévenu et au vu de toutes les irrégularités, beaucoup d'éléments auraient dû profiter à Habanou Sall, sans oublier que son casier judiciaire est vierge. Concernant le fait que l'avocate des parties civiles était elle-même partie civile, l'usage aurait voulu qu'il y ait 2 plaintes séparées et qu'il y ait 2 audiences. À la place, tout a été fait en même temps. C'est pourquoi Marc Goudarzian dénote la violation du principe du droit à un procès équitable, ainsi qu'une atteinte au droit de la défense due au conflit d'intérêts de Maître Bouvier, avocate et partie civile. Il évoque également le penchant satirique de la liberté d'expression, liberté qui a été bafouée au cours de cette affaire. Puis l'audience est suspendue. Le délibéré n'a duré qu'1 heure alors qu'une multitude de pièces avaient été produites par les parties civiles avec 26 et 99 pages de conclusion de parties civiles ainsi que 61 pages de conclusion de nullité, d'irrecevabilité et de relax accompagnées de 80 pièces du côté d'Habanou. C'est comme s'il n'avait même pas pris la peine de lire ces dossiers. Cela signifie-t-il que le jugement avait été décidé avant même le procès? Si je ne peux pas l'affirmer, je peux le supposer. Et au vu de toutes les irrégularités, la probabilité que ce procès soit un complot dont avocats, greffiers, procureurs, bâtonniers et magistrats en sont des acteurs semble très forte. Il en ressort donc que les conclusions de nullité sont toutes rejetées et Habanou est condamné.
Pour terminer, le 23 octobre 2020, Marc Goudarzian annonce sur Twitter qu'il a reçu le jugement du 21 septembre 2020. Il constate que le jugement ne fait pas état des réquisitions du parquet ni de la plaidoirie de la défense, comme si Abanoussal n'avait pas eu d'avocat pour plaider en son nom, alors que si. Il constate également que l'identification des administrateurs des comptes n'est pas évoquée dans le jugement. Il dénote que le tribunal a omis de statuer sur le conflit d'intérêts et il défend que le rejet des nullités est très discutable. Il observe que tous les arguments des parties civiles sont retranscrits mais pas les arguments de la défense d'Abanou, ce qui rejoint ce qui a été dit précédemment, c'est comme si Abanou n'avait pas d'avocat. Il constate que selon les termes du jugement, aucune disposition du code de procédure pénale n'impose d'alimenter la personne gardée à vue à midi. Pourtant, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Il dénote également que selon les termes du jugement, le prévenu n'aurait pas contesté la réalité des troubles psychiques décrits par les certificats médicaux. Pourtant, son avocat avait contesté la valeur probante de ces certificats. On remarque également une crainte sur de potentielles représailles de Marvel qui ne sert en réalité que de prétexte. Concernant la justification du mandat de dépôt, je vous laisse vous faire votre propre avis, mais personnellement, je ne peux m'empêcher de trouver cette justification tirée par les cheveux, étant donné que les conditions étaient favorables à ce qu'il n'y en ait pas, justement. Il est mentionné un risque de soustraction à la justice, comme s'il allait prendre la fuite alors même qu'il avait respecté toutes les convocations en y étant présentes. Il précise d'ailleurs en référence à ces vidéos. Il apparaît clairement qu'ils n'ont pas vu les dites vidéos, ou soit qu'ils utilisent cela comme un prétexte, ce qui est profondément malhonnête. En effet, à aucun moment Marvel ne laissait percevoir une tentation de s'enfuir, bien au contraire. Et s'ils font référence à la vidéo où il remercie ses abonnés pour la cagnotte en disant qu'il part au bled, alors cela est profondément mal placé puisqu'il manifeste un ton humoristique flagrant. Il est également mentionné une absence de soins psychologiques alors même qu'il avait un certificat à l'audience. Enfin, ils exploitent la poursuite de harcèlement moral provoqué par instigation alors même que, comme je vous l'ai montré, il n'y a aucune preuve valable de harcèlement qui a été présentée et en plus, Marvel n'a à aucun moment incité sa communauté à harceler qui que ce soit, c'est même tout le contraire. Depuis le début, il leur a dit de ne rien faire, justement. Puis il précise les condamnations qui sont attribuées à Abanou. Pour lui, la formulation sur les réseaux sociaux et tout site internet est illégale et contrevient à la liberté d'entreprendre. Par ailleurs, en plus de l'amende de 10 000 euros, Abanou doit également payer 10 000 euros de frais d'avocat, sachant que l'amende de 10 000 euros semble avoir été décidée en se basant sur le fait que Marvel avait fait une cagnotte et qu'il pourrait donc payer une telle somme, comme si on le sanctionnait d'avoir fait une cagnotte et que l'amende sert à annuler les bénéfices de cette cagnotte. Pourtant, les 11 000 euros de la cagnotte servaient à payer son avocat. Autrement dit, il n'y a même plus besoin d'annuler cette cagnotte puisqu'elle a déjà servi. Ce qui fait que Abanou devra payer 20 000 euros de ses poches. Le calcul est donc mauvais. Finalement, Marvel sert d'exemple. Mais il ne sert pas d'exemple contre le cyberharcèlement, mais il sert d'exemple contre la liberté d'expression, la liberté de création, la liberté d'entreprendre, ainsi que contre ceux qui parlent trop et qui réfléchissent trop. Il s'agit d'un message de répression totalitaire, dictatoriale, tyrannique et despotique. Ce qui s'est passé est scandaleux, scandaleux. Ce qui s'est décidé aujourd'hui est profondément scandaleux. Il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire que là, on a joué avec la vie de quelqu'un. On a voulu lui faire payer quelque chose qui juridiquement n'était pas valable.